Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce petit tuto sur l'horloge moléculaire où aujourd'hui on va apprendre comment font les généticiens et notamment les paléogénéticiens pour dater des événements évolutifs pour lesquels on n'a pas de registre fossile. Alors par exemple on applique l'horloge moléculaire quand il s'agit de dater l'origine des eucaryotes, c'est-à-dire des cellules à noyau. Cette origine n'est pas documentée par des fossiles, pourtant on vous dit que c'est un événement qui date de 2 milliards d'années. On utilise l'horloge moléculaire aussi pour dater l'origine des mammifères placentaires du début du Crétacé, voire même du Jurassique, et ça c'est pareil, on n'a pas vraiment de fossiles pour documenter ça. Et on utilise aussi l'horloge moléculaire pour dater la divergence entre la lignée humaine et la lignée qui a donné naissance aux chimpanzés. Donc date qui est entre 6 et 8 millions d'années en fonction de l'horloge moléculaire utilisée. Mais dans tous les cas, on n'a toujours pas de fossiles pour documenter cette divergence. On n'a notamment pas de fossiles de chimpanzés. Donc tout ça, ça se fait avec un outil mathématique que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour employer l'horloge moléculaire, dans un premier temps, il va falloir construire un arbre phylogénétique, un arbre de parenté entre différentes espèces. Donc ici, on va prendre un exemple pour commencer, un exemple simple des espèces qui s'appellent A, B, C et D. Donc l'arbre phylogénétique de ces espèces, il va être construit en se basant sur des séquences génétiques, ici à base de ATCG, donc il s'agit d'un code ADN, mais on peut aussi utiliser les protéines et c'est ce qu'on fera dans un deuxième temps avec un vrai exemple. Donc ça c'est un exemple fictif que j'ai inventé juste pour vous présenter la technique de façon simplifiée, mais après on utilisera ça sur un véritable exemple. Donc ici vous avez 4 espèces, A, B, C, D, et ce qu'on va faire, c'est construire un arbre phylogénétique à partir de ces séquences, et pour ça il va falloir compter les différences entre chaque séquence A, B, C et D, et les placer dans ce tableau ici qu'on appelle une matrice de distance. Donc cette matrice de distance, contrairement à l'exemple du marsupilami, il ne s'agit pas de caractères, il s'agit vraiment juste de nombre de différences entre chaque séquence génétique. Donc le mieux c'est que je vous montre en commençant par A et B. Donc A et B, combien de différences puis-je compter entre ces deux espèces? Donc ici, pas de différence, 1. Pas de différence, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il y a 9 différences entre A et B, je vais donc placer ça dans mon tableau. Maintenant, entre A et C, je compte pas de différence, une différence. Pas de différence, 2, pas de différence, 3, 4, 5, 6, 7, 8 différences entre A et C. Donc je place ça dans mon tableau. Et vous voyez que ce soit des changements entre A vers C ou A vers T, ou A vers G, ça n'a aucune incidence. On compte juste le nombre de différences, quelles que soient les différences. Donc c'est une version très simplifiée de construction d'arbres phylogénétiques comparée à ce qu'on appelle l'analyse cladistique. Le changement de caractère n'ont aucune polarité, n'ont aucune incidence. Donc maintenant entre A et D, on n'a pas de différence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'ai dû faire une bêtise. Attendez. Non, C, voilà. Le C ici, c'était pas une différence. C'était pareil. Vous voyez, il faut être très attentif parce qu'on fait rapidement des erreurs. Hop, 7 différences. Donc maintenant, j'ai pas fini. C'est là où il faut être attentif aussi. J'ai pas fini encore. Il faut encore que je compare B à C, et B à D, et C à D. Donc B à C, je le compare. Donc B et C. Donc maintenant je vais changer de couleur peut-être pour juste ne pas m'y perdre. Donc B à C. Pas de différence, une différence. Pas de différence, deux différences. Pas de différence, trois différences. 4, 5 et 6 différences. Donc ici on a 6 différences entre B et C. Entre B et D, pas de différence, une différence. Pas de différence, 2, 3, 4, 5. 5 différences.
Et le dernier, ce sera entre C et D. Donc je vais encore changer de couleur. Donc entre C et D, on a pas de différence, pas de différence, 1, pas de différence, 2, pas de différence, 3, pas de différence, 4. 4 différences entre C et D. Alors à ce niveau-là, cette matrice doit vous sembler très incomplète puisqu'on a pas mal de cases qui sont encore vides. Mais ça se remplit très bien en réalité puisque ici on compare A à A, donc la différence est 0, et de même entre B et B la différence est 0, entre C et C la différence est 0, et entre D et D la différence est 0. Et ici on recompare A à B comme on l'a comparé ici, donc c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans cette case là, c'est 9. Et ici on recompare C à A comme on l'avait fait ici, donc en fait vous comprenez que dans cette moitié du tableau est rigoureusement identique à cette moitié-là du tableau. Donc, on se moque de la remplir. Donc, en fait, notre tableau est désormais complètement rempli. Donc, nous avons une matrice de distance entière. Il est temps maintenant de transformer notre matrice de distance en un arbre phylogénétique. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un algorithme. Alors, l'algorithme qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le UPGMA. UPGMA, c'est une technique très simple, suffisamment simple pour qu'on puisse la réaliser à la main, avec notre petit cerveau de primate bipède. Il y a beaucoup d'autres algorithmes, la plupart des phylogénéticiens utilisent des algorithmes beaucoup plus complexes, à base de chaînes de Monte-Carlo, de mouvements browniens et de bayésiens, ou à base de maximum de vraisemblance, donc des algorithmes qui sont très lourds. Mais évidemment, là, juste pour l'exemple, avec ces petites séquences, on n'a pas besoin de ces grosses méthodes probabilistiques. On va juste utiliser un UPGMA qui a deux avantages. Donc celui qu'on peut le faire juste avec notre petit cerveau et celui que l'arbre va s'enraciner tout seul, ce qui n'est pas le cas avec d'autres méthodes de reconstruction d'arbres. Alors c'est parti pour notre arbre en UPGMA. Alors d'abord, par quoi on commence? Parce que commencer, c'est quand même le plus dur. Eh bien, c'est très simple. On va commencer par les deux espèces qui sont le plus étroitement apparentées. Donc ici, espèce C et espèce D n'ont que 4 différences génétiques d'après ma matrice de distance. Donc ce sont les deux espèces que notre arbre UPGMA va reconstruire comme étant le plus apparenté. Donc vous comprenez que c'est la distance génétique qui va définir l'apparentement entre les espèces. Donc on prend nos deux espèces, C et D, et on les relie sur un arbre phylogénétique. Donc pour l'instant ça ne ressemble pas vraiment à un arbre, il n'y a que 2 branches, mais au fur et à mesure ça va s'étoffer. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cet UPGMA, c'est qu'on peut aussi calculer la distance génétique entre chaque espèce. Donc ici, on sait que pour aller de l'espèce C à l'espèce D, il faut 4 mutations. Donc ça veut dire qu'il faut 2 mutations pour aller jusqu'à l'ancêtre en commun, ici, et encore 2 mutations pour remonter à D, ici. La distance génétique entre C, D et leur ancêtre en commun est donc de 2 mutations. Et ça va être très important et très intéressant pour la suite, vous allez le voir. Donc maintenant, comment on continue à agréger notre arbre? Ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a déterminé l'ancêtre en commun de C et D sur notre arbre, les colonnes et les lignes C et D ne servent plus à rien. On va donc les supprimer et les remplacer par leur ancêtre en commun qui va avoir les valeurs, ici les mutations, qui seront une moyenne. On va calculer cette moyenne afin de pouvoir continuer à agréger notre arbre. Alors comment on fait ça? Tout simplement en effaçant les lignes, la ligne qui sépare C et D. Comme ceci, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a 8 et 7, on va donc calculer la moyenne entre 8 et 7, ça nous donne 7,5, mais sauf que 7 mutations et demie, ça ne nous arrange pas vraiment, ça ne veut rien dire, donc on va arrondir à l'unité supérieure, ce qui nous donne 8 mutations ici. Ici, on a 5 et 6, ce qui nous donne 5,5, mais comme 5 mutations et demie, ça ne veut rien dire, on va dire que c'est 6, on arrondit une fois de plus à l'unité supérieure, donc ça fait 6 mutations. Et ici, remarquez bien qu'on ne va pas faire la moyenne entre 4, 0 et 0. Non. Ce qu'on doit remarquer ici, c'est qu'on est sur la diagonale. Vous voyez que là, on était sur A et A, là, on est sur B et B, et là, on est sur CD, CD. Donc, l'ancêtre en commun de C et D. Donc, ici, c'est 0.
en fait, puisqu'on compare C et D à lui-même. Et voilà, on peut continuer à construire notre arbre phylogénétique, car maintenant, on a notre plus petit nombre de mutations dans le tableau, et c'est 6. Donc 6, c'est entre l'ancêtre en commun de C et D et l'espèce B. Donc le suivant sur notre arbre phylogénétique, ce sera B, qu'on va relier à l'ancêtre en commun de C et D ici. On a donc notre arbre phylogénétique qui s'étoffe désormais d'une nouvelle espèce et qui ressemble un petit peu plus à un arbre. Et surtout, on a des distances. Donc on sait qu'il faut 6 mutations pour aller de C ou D à B. Donc 6 mutations, ça veut dire que pour aller de B à l'ancêtre en commun avec C et D, il faut 3 mutations ici. Et ça veut dire qu'il faut 3 mutations pour remonter tout là-haut. On sait qu'il y en a 2 ici, ce qui veut dire que cette branche-là a une seule mutation. Donc on peut déterminer la longueur de cette branche-là, bien que on n'ait pas accès directement à sa longueur. Et maintenant on continue à agréger notre arbre phylogénétique en passant à la moyenne suivante. Bon là, en l'occurrence, comme il n'y avait que 4 espèces, ça va être très simple. La seule espèce qui manque, c'est A. Et A sera séparé des autres espèces par la moyenne de 9 et 8, à savoir 8,5, qu'on va arrondir à 9. Il y a donc 9 mutations pour aller de A à B ou C ou D. 9 mutations, ce qui veut dire que pour aller de A à l'ancêtre en commun de tout le reste, il y aura 4 mutations et demie, mais bon, on va arrondir à 5 parce que 4 mutations et demie, ça veut rien dire. Et du coup, pareil, ça veut dire qu'il y a 4 mutations et demie, c'est-à-dire 5 de plus, qui ne fait pas 9, mais bon, vous aurez compris le principe. 5 mutations de plus pour aller là-haut. Sachant que cette branche-là fait déjà 3, ça veut dire que ici, cette branche-là fait 2 mutations. Et si on additionne, on a bien ici tout cela qui fait 5 mutations, ça plus ça qui font 5 mutations, et ça plus ça qui font aussi 5 mutations. Donc, le compte est bon dans notre arbre. Notre arbre phylogénétique est maintenant complet, on a les relations de parenté entre nos espèces, et là où notre méthode de construction en agrégeant les distances est intéressante, c'est qu'on a aussi la longueur des branches en nombre de mutations sur notre arbre. Il suffit donc désormais de savoir combien de temps ça prend pour une mutation pour avoir lieu, afin de déterminer la longueur de ces branches en millions d'années. Si on sait qu'une mutation met par exemple 10 millions d'années pour avoir lieu, eh bien ça veut dire que cet ancêtre en commun ici à A, B, C et D, il a 50 millions d'années. Ici, si une mutation est égale à 10 millions d'années, s'il faut 10 millions d'années pour qu'une mutation se fixe chez nos espèces, en moyenne du moins, eh bien on peut dire que cet ancêtre en commun a 50 millions d'années. Alors comment est-ce qu'on va déterminer ça? Comment est-ce qu'on va déterminer le taux de mutation chez ces espèces? Eh bien on va utiliser ce qu'on appelle un point de calibration. Un point de calibration, c'est tout simplement un âge de divergence dont on est à peu près sûr, basé sur le registre fossile. Donc admettons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaisse pas l'âge de l'ancêtre en commun entre A et CBD. Cet ancêtre en commun là, on ne connaît pas son âge, on n'a pas de fossile afin de déterminer de quand il date. Mais par contre, on sait de quand date l'ancêtre en commun de C et D. Et cet ancêtre en commun, on sait qu'il est vieux, alors on va rendre les choses faciles, on va dire qu'on sait qu'il est vieux de 20 millions d'années. Eh bien, si on sait que l'ancêtre en commun de C et D est vieux de 20 millions d'années, ça veut dire que pour qu'une mutation ait lieu, il faut 10 millions d'années. Et 10 millions d'années, du coup, ça rend le calcul très facile, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous amène à un ancêtre en commun entre C, D, B et A de 50 millions d'années. Donc pour ça, il faut qu'on ait au moins un endroit de l'arbre où on a un registre fossile qui nous permet de déterminer le taux de mutation. Donc ce fameux point de calibration. Mais grâce à ça, eh bien, on a déterminé que l'ancêtre en commun de CBD et de A est normalement vieux de 50 millions d'années. Et ça va beaucoup aider les paléontologues, notamment pour savoir où et quand, dans quelle tranche de temps, il faut explorer
afin de pouvoir trouver les fameux fossiles de ces ancêtres en commun, ou du moins les fossiles proches de cet ancêtre en commun. Donc maintenant que vous avez les rudiments de la technique, on va pouvoir attaquer un véritable cas concret, un cas qui a été réellement publié, et puisqu'on est sur une chaîne de paléontologie, eh bien on va parler de séquences de protéines qui ont été extraites d'un os de Tyrannosaurus rex. Donc on va parler de 7 articles, des séquences qui ont été publiées dans 7 articles par Mary Schweitzer et son équipe, qui contiennent de véritables séquences d'acides aminés issus du collagène d'un os de Tyrannosaurus rex, et on va voir aussi qu'elle y a aussi inclus du mammouth. Donc c'est un article très intéressant puisqu'il va nous initier aussi à la paléoprotéomique. Voici les séquences que Mary Schweitzer et son équipe ont utilisées. Alors dans l'ordre, vous avez de haut en bas Danio qui est le poisson zèbre, Rana qui est une grenouille, Mammuthus qui est donc le mammouth, Homo le genre humain, Anolis un lézard, Gallus la poule et Tyrannosaurus le fameux tyrannosaure. Maintenant, il va s'agir de comparer ces séquences les unes aux autres et de compter les différences entre chacune des séquences. Vous voyez que ça va être un exercice qui va être beaucoup plus long que ce qu'on a fait tout à l'heure, donc je ne vais pas le faire en direct devant vous. Donc je vous laisse mettre pause et si ça vous intéresse, eh bien, comptez les différences que vous pouvez voir entre chacune de ces espèces. Si vous avez pris le temps de compter, voici donc la matrice de distance avec laquelle vous avez fini. Alors vous voyez que les chiffres sont quand même un peu plus gros que ceux qu'on a eu tout à l'heure. Évidemment, les séquences sont plus longues. Après, si vous avez des différences entre les cases, entre vos cases et les miennes, c'est pas si grave. S'il n'y a que une ou deux mutations de différence, c'est normal, c'est un comptage manuel. Normalement, les séquences sont assez longues pour compenser les erreurs. Donc, on doit normalement finir avec le même arbre phylogénétique en partant de cette matrice. Alors c'est parti, on va commencer par unir les deux espèces qui ont le moins de mutations, le moins de différences l'une avec l'autre. Et ces deux espèces, sans surprise, c'est Gallus, la poule, et Tyrannosaurus, le T-Rex. Donc, on va commencer notre arbre en écrivant Gallus et T-Rex et en les plaçant côte à côte, reliés par deux branches et un ancêtre en commun. Et le nombre de mutations qui relie T-Rex à Gallus, c'est 3 mutations. Donc 3 mutations, bon, c'est pas évident à représenter sur l'arbre puisque ça fait 1,5 de chaque côté. Donc pour simplifier, on va dire qu'il y a 2 mutations de chaque côté, comme ceci, voilà. Maintenant, comment on passe au suivant? Rappelez-vous, on va devoir calculer une moyenne qui va correspondre à l'ancêtre en commun de Gallus et de T-Rex. Donc on va effacer la ligne qui sépare Gallus et T-Rex, comme ceci, et on va calculer nos moyennes. Alors la moyenne de 21 et de 22, ça fait 22 du coup, puisqu'on arrondit à chaque fois à l'unité supérieure. Donc 22. La moyenne de 14 et 12, ça fait 13. La moyenne de 7 et 10, ça fait 9. Donc là, une nouvelle fois, la moyenne de 7 et 10, on arrondit à 9. La moyenne de 7 et 9, ça fait 8. Et ici, on est sur la diagonale, donc ça fait 0. On est maintenant prêt pour l'itération suivante. Donc maintenant, il va falloir trouver quel est le prochain plus petit chiffre dans cette matrice. Et ce plus petit chiffre, c'est 4, entre mammouth et homo. Alors ici, la petite subtilité, c'est de se rendre compte que mammouth et homo ne vont pas se connecter à Gallus et à T-Rex comme on a vu tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir de 0. Il faut recommencer en construisant un autre arbre qui commencerait par homo et qui l'unirait à mammouth. Donc homo et mammouth sont connectés ensemble par un ancêtre en commun et séparés de 4 mutations, donc 2 mutations ici et 2 mutations là. Donc ça, c'est la colonne qui correspond à homo plus mammouth. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On en fait la moyenne. Donc on efface ce trait ici, on efface ce trait là. Maintenant, Mammuthus et Homo ne doivent plus faire qu'un. Donc 21 et 21 nous donnent 21. 14 et 17, ça donne 16. Ici, on est sur la diagonale, donc ça fait 0. Et ici, sur cette ligne-là, 10 et 10, ça fait 10. Et ici, la moyenne de 9 et 9, qui fait 9. Et on continue.
Donc maintenant, quel est le plus petit chiffre dans notre matrice de distance? Eh bien c'est 8. 8 mutations qui correspond à Anolis, donc le lézard, avec Gallus et T-Rex, donc l'ancêtre en commun de Gallus et T-Rex, donc des dinosaures. Donc Anolis, qu'on va placer ici, se relie à Gallus et T-Rex, avec qui ils forment un ancêtre en commun, séparé de eux par 8 mutations. Donc 4 de ce côté et 4 de ce côté-là, sachant qu'il y en a déjà 2 ici, ce qui fait que cette branche-là, ici, fait 2 mutations. Et maintenant, on fait la moyenne de Anolis et de Gallus et T-Rex afin de passer à l'étape suivante. Donc, comme tout à l'heure, on prend notre éponge, on efface la limite entre Gallus et T-Rex ici, on efface la limite entre Anolis, Gallus et T-Rex ici. Ici, on est sur la diagonale, donc ce sera 0. Ici, 22 et 21, la moyenne, ce sera donc 22. Ici, 17 et 13, la moyenne fera donc 16, si on l'arrondit. Entre 9 et 10, la moyenne, ce sera 10, du coup. Et on est prêt pour notre itération suivante. Le plus petit chiffre de cette matrice, maintenant, c'est 10, entre l'ancêtre en commun des reptiles, Anolis, Gallus, T-Rex, et l'ancêtre en commun de mammouth et de homo. Donc on a la divergence entre les reptiles et les mammifères, avec 10 mutations en tout. 10 mutations en tout, ça fait que cette branche-là est longue de 5 mutations, donc 3 plus 2, et ça fait que cette branche-là est longue aussi de 5 mutations, à savoir 4 plus une mutation. Et on passe à notre itération suivante, en faisant la moyenne des reptiles et des mammifères. Donc la moyenne des reptiles et des mammifères, ça consiste à effacer cette ligne-là désormais. Et en effaçant cette ligne-là, vous voyez, on arrive au bout de notre arbre phylogénétique. Donc vous voyez que la diagonale maintenant, elle occupe presque la totalité du tableau. La moyenne entre 16 et 16, ce sera 16. Et la moyenne entre 21 et 22, ce sera 22. Le plus petit chiffre dans notre tableau devient le nombre de mutations entre Rana et l'ancêtre de tous les reptiles et mammifères, donc l'ancêtre des amniotes, ce qui nous donne 16 mutations en tout. Donc Rana va venir ici, la grenouille vient ici, hop, et forme un ancêtre en commun avec tous les autres amniotes. Le tout faisant 16 mutations, ce qui veut dire que cette branche-là fait 8 mutations de long. Cette branche-là, on sait qu'elle faisait 5 mutations, donc 5, 6, 7, 8, ça fait 3 mutations ici pour compléter les 5 mutations là et là, qui feront 8 et 8, 16 mutations en tout. Itération suivante, on fait la moyenne de tout ça. Bon, de toute façon, maintenant, il ne reste quasiment plus rien à moyenner, puisqu'on efface cette ligne-là et on efface cette ligne-là. Tout cela passe en diagonale. On fait la moyenne de 22 et 23, ce qui nous donne 23, et c'est le dernier chiffre restant de notre tableau. Ce qui veut dire qu'on va rajouter le poisson, le poisson zèbre d'agneau, en racine de l'arbre, comme cela. Le tout avec la moitié de 23 mutations, ce qui fait 11,5, du coup on arrondit à 12, donc 12 mutations ici, 12 mutations de l'autre côté, sachant qu'il y en a déjà 8, ce qui nous fait 4 mutations. Et voilà, notre arbre est terminé. Nous avons un arbre qui unit la poule au T-Rex, le tout relié au lézard, le tout relié aux mammifères qui sont reliés ensemble, le tout est relié aux amphibiens, Rana, et le tout relié au poisson zèbre, ici. Évidemment, maintenant, il ne faut pas perdre de vue la raison pour laquelle nous nous sommes livrés à cet exercice. Le but, c'était pas d'obtenir une phylogénie, mais bel et bien de pouvoir calculer des horloges moléculaires, c'est-à-dire des événements phylogénétiques pour lesquels on n'a pas ou peu de fossiles. Alors, comment cette phylogénie va-t-elle nous aider maintenant à calculer l'horloge moléculaire? Eh bien, pour ça, on va utiliser, comme tout à l'heure, un point de calibration. Et le point de calibration qu'on va utiliser ici pour l'exemple, ce sera la divergence entre la poule et le T-Rex. On va s'aider pour cela de la date
d'Archaeopteryx. Donc Archaeopteryx qui est le plus ancien oiseau connu et qui date d'il y a 150 millions d'années environ, eh bien on va utiliser Archaeopteryx comme point de calibration. Ce qui nous donne un point de calibration de 150 millions d'années. Et 150 millions d'années correspondant donc à 2 mutations. Donc ça nous donne que une mutation est égale à 75 millions d'années. Donc si on prend par exemple Homo et Mammutus et qu'on essaye de calculer l'âge de divergence entre Homo et Mammutus basé sur cette horloge moléculaire de une mutation pour 75 millions d'années, on trouve un âge qui est le même que pour T-Rex et Gallus, c'est-à-dire une divergence qui remonte au Jurassique. C'est relativement cohérent avec le peu qu'on sait du registre fossile des mammifères au Jurassique. Par exemple, on a Juramaya qui est supposé être un mammifère terrien du Jurassique. On peut aussi par exemple calculer l'âge de divergence des reptiles et des mammifères, donc ce nœud-là. Ce nœud-là qui compte en tout et pour tout 5 mutations. Donc 5 mutations pour arriver aux espèces qui sont représentées tout en haut de l'arbre. Ça nous donne un âge de divergence de 375 millions d'années. 375 millions d'années, ce qui correspond à peu près à l'époque où les tétrapodes commençaient à conquérir le milieu terrestre. Évidemment, l'horloge moléculaire qu'on a calculée ici est relativement imprécise pour plusieurs raisons. D'une part parce que les séquences qu'on a utilisées sont relativement courtes, d'autre part parce que l'algorithme qu'on a utilisé est relativement simple, et de 3 et surtout parce que on a utilisé qu'un seul point de calibration. Les méthodes d'inférence bayésienne et par maximum de vraisemblance qui sont très puissantes et dont on a parlé en début de vidéo sont capables de gérer des dizaines voire des centaines de points de calibration, et tant que ces points de calibration sont relativement précis, eh bien on va arriver à calculer avec une très grande précision et avec une marge d'erreur relativement réduite les âges de divergence sur des arbres phylogénétiques, même de très grands arbres phylogénétiques. Donc ça, c'est la puissance de l'horloge moléculaire et ce qu'elle nous permet de faire en l'absence de registres fossiles de certaines étapes clés du développement, ici des vertébrés, mais de la vie en général. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Faites-moi savoir les résultats que vous avez trouvés dans les commentaires et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne.